société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Vous le connaissez, il est avocat, docteur en droit, chroniqueur très sollicité dans les médias dans les dernières semaines pour analyser et revenir sur ce qui s'est passé au sud de la frontière. Et on va le faire ce matin avec bonheur. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour Frédéric. On va bien sûr s'intéresser à ce qui se passe, les conséquences des décisions de Donald Trump, mais commençons avec ce qui se passe ici, parce que le Canada s'est retrouvé dans un tourbillon, on va dire, politique, économique, diplomatique dans les derniers jours avec les menaces de tarifs. Finalement, on a obtenu une pause, un sursis de 30 jours. Et pendant ce temps, les partis d'opposition aimeraient être consultés, impliqués. On sait que le gouvernement, le Parlement est prorogé jusqu'à la fin du mois de mars. Est-ce qu'il serait utile, les députés d'opposition, en fait, tous les députés au Parlement dans la crise actuelle? Ben, utile peut-être, dépendamment de ce qu'ils ont à dire, mais est-ce qu'ils ont le droit d'être entendus, si je peux dire ça comme ça? La réponse, c'est non, parce que la négociation de tarifs du genre, tout ce qui touche le libre-échange, tout ce qui touche les accords commerciaux, le commerce international de manière générale, c'est une prérogative de la couronne fédérale. Évidemment, rien n'empêcherait Justin Trudeau de dire « OK, ça va, on convoque le Parlement et on en discute, je vous entends », mais ça me surprendrait grandement là, qu'il aille dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il donnerait justement de l'attention et le micro à Pierre Poilievre, là, qui en manque cruellement là, depuis quelques semaines déjà. Donc, ce que je comprends, c'est si on veut voter des programmes ou des plans d'urgence pour accompagner les entreprises, le gouvernement a tout ce qu'il a donc actuellement, et donc il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de nécessité de ramener le Parlement. En fait, la réalité, c'est tout dépendant de ce qu'on souhaite faire. Si on parle de l'aspect strictement négociation avec l'administration Trump, c'est une prérogative à temps plein, si je peux dire, d'Ottawa. Si par contre, on souhaite adopter une nouvelle loi, là, par définition, il faudra passer par le Parlement, mais habituellement, quand il est question de plan d'urgence, ceci est déjà adopté de manière générale et le Parlement délègue ses pouvoirs à l'exécutif. Donc, en d'autres termes, si vous êtes l'exécutif, vous avez ces pouvoirs-là, vous n'avez pas besoin de reconvoquer le Parlement, mais tout dépendra évidemment de ce qu'on souhaite faire puis de la nature là, de l'aide en question. Parlons de Donald Trump qui, depuis le début de son deuxième mandat, a le pied au plancher sur l'accélérateur, on va dire une mitraillette d'annonces, de décrets, de mesures. Il ne prend pas de pause. C'est dur de décortiquer tout ça, mais est-ce que certaines mesures t'inquiètent plus que d'autres? Aïe, aïe, aïe. C'est pas des farces, je dis à mes étudiants, parce qu'on parle de plusieurs mesures liberticides. Je leur dis à chaque fois, vous savez, on va prendre la pause, mais comme à chaque fois depuis 2 semaines, lorsqu'on va revenir, il y aura d'autres nouvelles à analyser. La métaphore de la mitraillette, malheureusement, est excellente, et je pense que c'est justement la stratégie de Trump. Adopter le plus grand nombre de mesures litigieuses, controversées, ou qui n'ont absolument aucun bon sens, le plus rapidement possible, qui fait en sorte que les journalistes, nous, d'autres, sont parfaitement étourdis. Là. On n'a pas le temps de digérer la nouvelle X, qui en a déjà une nouvelle qui nous tombe sur la tête, ce qui fait en sorte qu'on en vient à banaliser, dans un certain sens, l'ensemble de ces nouvelles catastrophiques-là. Par exemple, si je te parle des détenus à Guantanamo, en fait, des migrants qui vont être envoyés à Guantanamo, je veux dire, ça a fait grand bruit la première journée. Mais 24 heures après, on était déjà rendu sur autre chose. Alors, voilà. Pour moi, c'est ce volet-là qui me fâche le plus. Mais on pourrait parler aussi de ce qui est arrivé hier soir, où Trump a dit qu'il allait prendre Gaza, essentiellement, pour y mettre ses hôtels, fort probablement, et des condos dorés. Alors, est-ce qu'on peut aller plus bas que ça dans l'échelle de la méchanceté? Je crois pas. On va revenir sur Gaza en fin de chronique, si tu le veux bien, Frédéric. Je veux revenir sur Guantanamo, parce que c'est un sujet que tu connais bien. Oui. Tu l'as abordé dans ton livre sur Embarcadère. Tu as visité Guantanamo. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu penses de cette option d'utiliser des installations pour la déportation de migrants? C'est abject. C'est ça que c'est. Pour être allé là-bas, c'est... premièrement, ils ne rentrent pas 30 000 personnes à Guantanamo. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible. Il y a eu 780 détenus qui sont passés à Guantanamo depuis le début. Et pas tous en même temps. Alors, s'il y a 400 ou 500 places à tout casser, c'est beau. Alors, les 29 500 autres, ils vont être où? Il n'y a pas de place. L'autre affaire, Trump nous dit on va envoyer des criminels parce qu'on veut être bien sûr qu'ils restent là, qu'ils ne retournent pas dans leur pays.
Mais c'est parce que la réalité, c'est que ce sont des criminels, ça veut dire qu'ils ont été jugés et qu'ils sont déjà emprisonnés aux États-Unis. Mais c'est pas d'eux dont parle Trump. Et les 10 qui ont été envoyés hier, c'était pas ça. Donc, il parle de migrants soupçonnés, de X ou Y. Et qui va décider des soupçons? Bien évidemment, c'est son administration. Et moi, je te dirais bien franchement, Guantanamo n'est pas un camp pour juger les gens. Sur les 780 dont je te parlais, il y en a seulement 41 personnes qui ont été accusées. Et des 41, 2 seulement ont été condamnés. Donc 2 sur 780. C'est un camp de torture. Ces gens-là vont être envoyés là-bas, n'auront jamais droit à quelconque procès. Et je te dirais bien franchement qu'il va falloir se dire les vraies choses. Ça risque de ressembler davantage à un camp de concentration qu'à autre chose. Et j'invite les auditeurs à lire le livre sur Omar Khadr, justement, qui nous replonge et qui fait comprendre ce qui se passe ou ce qu'on ne sait pas ce qui se passe à Guantanamo pour voir toute l'horreur qui se cache là-bas. On parle souvent d'état de droit ensemble, Frédéric Bérard, et c'est un de tes dadas que tu connais très, très bien. Il y a des inquiétudes là-bas. Certains pourraient dire, oui, mais il existe des remparts. Exemple, lorsque Donald Trump a voulu, donc, justement, permettre de déporter des personnes qui sont nées aux États-Unis, il y a une juge qui a mentionné, là, ça ne respecte pas le 14e amendement, donc on suspend ce décret. Alors, certains diront, ça fonctionne, l'État de droit peut contrôler Donald Trump. Ben, si on suit... Le problème, c'est... La question que tu soulèves là, c'est la question la plus importante de toute l'histoire. Ce qui est en train de se passer, c'est une attaque frontale, et je pèse mes mots, là, une attaque au bélier face à l'État de droit, face aux institutions. Et qui dit État de droit dit démocratie. Hein. Tu peux pas avoir une démocratie sérieuse si tu n'as pas un État de droit sérieux. Un État de droit, c'est pas seulement des avocasseries, c'est les piliers de la démocratie. Or, ce que fait Trump, c'est frapper le plus fort possible sur ces mêmes piliers, sur ces mêmes institutions. Et là, la question que tu poses, je le répète, c'est la plus importante. C'est celle-ci. Est-ce que les institutions vont tenir le coup? Est-ce que les contre-pouvoirs vont être suffisants pour tenir tête à Donald? Par exemple, en le forçant à respecter la Constitution, par exemple, le 14e amendement. Moi, ce que je sais, c'est que depuis le début, Trump a retiré le droit du sol. Le droit du sol, c'est quoi? C'est quand tu es né sur le territoire américain, tu as le droit de devenir citoyen. Il l'a retiré présentement et il est en train de retirer le droit à la citoyenneté des Autochtones américains. Ça, c'est la vérité. Ils sont même allés les arrêter en Arizona récemment pour les déporter. Imagines-tu? Des Autochtones qui sont là, mais je suis citoyen américain, moi, je suis autochtone. Ah ben, pas à notre goût. Donc, en d'autres termes, est-ce que les pouvoirs judiciaires vont être capables de tenir tête à Donald? Je suis pas si certain si on se rappelle ce qui s'est passé à l'été dernier où la Cour suprême qui a été pactée par Donald Trump, lui a accordé une immunité incluant aux criminels pour tout ce qu'il fait dans le cadre de ses fonctions, ce qui lui a permis notamment, on le sait, de mettre fin à l'ensemble de ses procès. Entre autres choses. Mais alors, quelle est la valeur d'une décision judiciaire? Si une juge dit, attention, c'est anticonstitutionnel, on ne peut pas faire ça, alors quelle est la suite des choses une fois que la juge a rendu sa décision? C'est deuxième magnifique question. Je dis depuis une dizaine d'années, j'avais publié un livre qui s'appelait La fin de l'État de droit. Et dans ce livre-là, j'expliquais une chose. Un État de droit, ça tient à un fil. Et le fil, c'est la confiance, c'est le lien de confiance. Le jour où nos politiciens refusent de respecter les règles du jeu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bonnes chances que le système s'écroule. Pourquoi? Parce que quand même que la juge rend sa décision et l'administration Trump décide de ne pas la respecter et continue d'expulser, de déporter des gens, par exemple. Qu'est-ce que tu veux que la juge fasse? Qu'elle aille s'en mêler sur le terrain? Elle ne pourra pas faire ça. En d'autres termes, si les policiers, si la Garde nationale, si le DEA qui mange dans la main de Trump décide de suivre le boss, peu importe les décisions judiciaires, et là, on vient de sortir du cadre de l'État de droit, on vient de sortir du cadre de la démocratie, et on entre dans une nouvelle ère, puis tu la connais très bien. Ça, c'est ce qui fait craindre et c'est ce qui crée de l'anxiété et de l'inquiétude. En terminant, comme si on en avait besoin, on en a rajouté une couche hier avec ces projets pour la bande de Gaza devant un président israélien, Benjamin Netanyahou, qui écoutait, qui buvait les paroles de Donald Trump. J'aimerais ça dire, est-ce qu'on doit s'inquiéter? La réponse va de soi, mais qu'est-ce qui pourrait se passer là, dans cette poudrière? Ben, on est dans un jeu de risque, hein? Puis il y en a un qui a pris le contrôle du tableau.
qui décide d'aller au Groenland, qui décide d'aller au Panama, qui a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il voulait le Canada. Là, maintenant, il veut mettre ses condos dans la bande de Gaza, qui a dit à l'Ukraine hier, si tu souhaites qu'on continue à t'envoyer de l'armement, tu vas nous donner un bout de territoire. C'est pas une grosse partie de risque, tout ça? Moi, à mon avis, c'est clair. On est dans le surréalisme total et complet. Est-ce que le droit international va s'en mêler? La réponse est probablement pas, parce que le droit international, on en parle souvent, est bien sympathique, mais malheureusement n'a pas dedans. Et tu me permettras ceci, Netanyahou s'est fait un plaisir de traiter quiconque qui critiquait son génocide d'antisémite. Il a dit que la Cour internationale est antisémite. Tout le monde est antisémite pour Netanyahou. Quand Elon Musk a fait 2 saluts nazis il y a 2 semaines, ça, par exemple, Netanyahou, il n'y avait aucun problème avec les saluts hitlériens. Ça va. Alors, tout ça pour dire que ce plan-là, qui a été annoncé hier, évidemment, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il était préparé. Et c'est la victoire de Netanyahou, c'est la victoire du fascisme. Imagine les pauvres Palestiniens qui restent, et je dis qui restent parce qu'il y en a un sacré paquet qui ont été éliminés, ils vont se faire sortir, imagine-toi, sortir de leur nation, sortir de leur territoire à coups de pied au derrière. Je trouve ça absolument épouvantable. On va tenter de trouver du positif ou des rayons de soleil ailleurs dans l'actualité d'ici la prochaine fois, Frédéric Bérard. C'est un constat, c'est cruel, c'est vraiment sombre, mais c'est ce qui se passe actuellement. Alors, il faut le comprendre peut-être pour mieux l'affronter. Mais merci pour cette chronique-là. Je suis bon pour trouver des blagues, habituellement des choses, mais là, pour ce matin, c'est le constat cruel qui se dresse devant nous. Je dirais oui, c'est cruel, puis oui, je suis très transparent, mais je te dirais pour finir que si ça se passe, tout ça, c'est du fait de la désinformation et du fait de l'apathie, parce qu'on s'en mêle pas suffisamment, et puis ça fait en sorte que tout ceci est rendu possible. Alors, je pense qu'il faut dire les vrais trucs. On se reparle au début du mois de mars. Merci beaucoup. Plus tard, à la mi-février, pardon. Merci beaucoup, Frédéric. Bye-bye. Tu me diras quand on se reparle, puis je serai là. OK, bye-bye.